Bienvenue à tous. Les titres du journal. Le Parlement a levé tour à tour ce mardi 24 juillet l'immunité parlementaire des députés Idrissou Bako, Valentin Dianonté, Mohamed Taoufik Taorenouho pour les mettre à la disposition de la justice. Celle-ci les réclame pour la manifestation de la vérité dans les dossiers dans lesquels ils ont été cités. Le maire Georges Bada de la commune d'Aoumé-Calavi, le chef d'arrondissement central de la dite commune Bernard Ousso ont lancé officiellement les travaux de recasement ce mardi dans l'arrondissement central de la commune. Un soulagement pour les propriétaires terriens, les détails à suivre dans cette édition. Et puis sur le continent, l'Afrique du Sud s'apprête à recevoir le 10e sommet des BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud. En amont de l'événement, le président de la République populaire de Chine, Xi Jinping, est arrivé à Pretoria pour rencontrer le président sud-africain Cyril Ramaphosa. Merci de préférer Eden Télévision pour vous informer. Les députés en séance plénière de ce mardi ont examiné la question de la levée de l'immunité parlementaire aux députés Idrissou Bako, Valentin Agossou Dianontin et Taorenouho. Suivons ici le point fait par Mendidi Mponodji. Cette plénière prévue pour connaître du point à l'ordre du jour de la session extraordinaire, à savoir l'examen de la proposition de loi portant charte des partis politiques, s'est plutôt penchée sur le dossier de la demande de levée d'immunité parlementaire des députés Idrissou Bako, Valentin Agossou Dianontin et Atao Mohamed Renouho. Nous avons comme deuxième point à l'ordre du jour le rapport de la commission spéciale chargée de la levée d'immunité parlementaire présidée par le président Bian. C'est bien cela. Nous avons commencé par celui-là parce que notre règlement intérieur stipule que c'est des dossiers qu'il faut examiner par priorité et suivant les règles de la procédure d'urgence. Nous sommes d'accord. Donc venez s'il vous plaît prendre place avec votre rapporteur. Ainsi, la commission spéciale présidée par le député Robert Bian a présenté son rapport sur chacun des 3 députés et il ressort des conclusions de cette commission qu'elle n'a pas retrouvé de charges flagrantes de corruption, d'enrichissement illicite et autres contre les députés mis en index. Mais la recommandation de la commission s'est faite en 2 rapports, de rejet d'une part et d'acceptation de l'autre. Il revient ainsi donc à la plénière de faire son appréciation par un vote. Le garde des Sceaux, ministre de la Justice, présent à l'hémicycle, a aussi apporté son appréciation sur cette demande de levée d'immunité parlementaire. Il s'agit donc d'une demande formulée par une autre institution constitutionnelle bien séparée du gouvernement. Le gouvernement respectueux donc du principe de la séparation des pouvoirs entend voir l'Assemblée nationale jouer son rôle. Il faut dire que les députés mis en index ont pris la parole avant le vote pour se défendre et apporter leur éclairage sur les faits mis à leur charge. Juste après, le processus du vote au scrutin public adopté a démarré cas par cas pour les 3 dossiers de levée d'immunité parlementaire. Avec 59 voix pour, 18 contre, 1 abstention, les députés ont levé l'immunité parlementaire de leur collègue Idrissou Bako. Avec 58 voix pour, 18 contre, 0 abstention, ils ont levé l'immunité du député Valentin Agossou Dianontin. Et enfin, avec 60 voix pour, 17 contre et 1 abstention, l'immunité du député Mohamed Taorenouho a été levée. Ainsi, par ce vote ce mardi à l'Assemblée nationale, les députés Valentin Agossou Dianontin, Idrissou Bako et Atao Mohamed Renouho sont désormais mis à la disposition de la Haute Cour de justice qui pourra enclencher la procédure de mise en accusation ou non. Et puis quelques députés se sont exprimés à la fin de cette plénière qui s'est achevée par la levée d'immunité parlementaire des députés Valentin Dianontin, Idrissou Bako et Atao Mohamed Renouho, suivant respectivement Gaba Yaya Ordena Ladati, Rachidi Badamassi Nourenou Atchadi, Léon Basile Aossi et puis Guy Mitopé. Les mises en cause. Et vous arrivez à une conclusion selon laquelle il n'y a pas de charge à retenir contre les collègues. Mais il serait normal que la commission recommande le rejet
la commission ne devrait pas rester équilibrée pour dire que certains ont pensé qu'il faut lever l'immunité et que d'autres non. Et le rapport a été très clair. Les commissaires ont dit qu'ils ne sont pas juges. Ils ont lu des dispositions. Mais quel est le problème? Je voudrais clarifier et dire à notre opinion que lever l'immunité parlementaire ne veut pas dire dépouiller le député de son mandat de député. À supposer même qu'aujourd'hui, tout de suite et maintenant que l'immunité soit levée, ça ne veut pas dire que les collègues sont accusés. Il s'agit de soupçons de détournement des centaines de milliards de francs CFA. Nos hommes d'en face font de la manipulation de l'opinion publique et font croire à l'opinion publique que la commission d'enquête, la commission spéciale, les a lavés de toute solution. Que vous preniez connaissance de ce qu'on vous reproche et que vous fournissez les explications. Cela n'a jamais eu lieu. La Cour constitutionnelle a dit que ce n'est pas possible. Mais le gouvernement français nous a envoyé le dossier et nous-mêmes nous sommes en train de foncer dans le sens du gouvernement. Je crois, Monsieur le Président, il faut que nous puissions faire prévaloir la raison sur la politique. Je voudrais que les conclusions du rapport, rien que les conclusions du rapport, qui disent qu'il n'y a pas à leur reprocher, je voudrais que cette seule conclusion nous permette de trancher, de voter. J'ai entendu dire que ce n'est pas nous qui devons sanctionner, c'est la justice. Merci. Mais en levant déjà l'immunité, je crois qu'on a déjà prononcé une première sanction. Nous venons de les livrer. Avec qui pouvons-nous discuter demain pour dire seulement ne touchez pas à leur vie, seulement ne faites pas d'injustice? Ils peuvent sortir ici maintenant et au nom de la loi de la majorité, qu'on les fasse arrêter parce que l'immunité est levée. Parce que désormais les lois ne sont plus respectées. L'honorable Idrissou Bako, combien de fois n'a-t-il pas été traqué alors même qu'il bénéficie encore de son immunité parlementaire? En effet, Monsieur le Président, si le législateur a prévu que pour lever l'immunité d'un parlementaire, il faut de telles dispositions, c'est parce qu'il existe des cours politiques, Monsieur le Président. Et nous sommes dans le contexte, nous sommes dans ce contexte pour les cas que nous avons. Autre dossier dans cette édition, les propriétaires terriens de l'arrondissement central de la commune d'Abomey-Calavi peuvent se réjouir désormais pour mettre fin à la mafia foncière dont sont victimes les populations. Le maire Georges Bada et le chef d'arrondissement Bernard Oussou ont lancé officiellement les travaux de recasement ce mardi dans la cour de l'arrondissement central. Le compte rendu est signé Laurent Rolantoni Ikes et Denis Marouya. Le processus de recasement de la tranche 1 de l'arrondissement central de la commune d'Abomey-Calavi est lancé. Le maire Georges Bada et le chef d'arrondissement Bernard Oussou, à travers cette opération, entendent mettre fin aux différentes mafias foncières dans les 20 quartiers de l'arrondissement central. Les travaux ont beaucoup évolué et c'est pourquoi nous avons décidé aujourd'hui, le maire a décidé de lancer le recasement dans toutes ces localités, que les travaux puissent évoluer dans la sérénité et que chaque propriétaire terrien puisse avoir son lopin de terre pour pouvoir construire sa belle maison. Les travaux de lotissement ont été enclenchés par le cabinet d'Inandou il y a plusieurs années. C'est pourquoi, pour le représentant des chefs quartiers Nélo Prince Idoou, ce jour est un jour de bonheur. Nos mandants nous attendaient depuis. Ils sont prêts pour accompagner ceux que vous avez mandatés, qui sont les experts géomètres, afin que chacun de nous puisse avoir disposé de sa terre qu'il a achetée depuis des lustres. Le représentant des géomètres et le directeur de l'aménagement et de l'urbanisme de la commune ont par ailleurs rassuré les chefs quartiers sur la transparence des opérations et les ont exhortés à plus de collaboration pour la suite. Le maire Georges Bada souhaite qu'au thème des opérations, le blouson de lieu réputé pour la mafia foncière porté à sa commune soit enfin changé. Et cette mafia foncière, c'est vous, c'est moi, c'est tout le monde. Nous devons tourner la page. C'est important
Le développement de notre commune, de notre arrondissement, ne peut jamais se faire tant que chaque citoyen qui est présumé propriétaire ne finit pas par connaître ces 4 bornes. C'est aussi simple. Quant à nous, acteurs, parce que nous sommes des acteurs de cette chaîne, nous devons faire en sorte que notre population sente moins le poids des procédures. Les propriétaires terriens sont donc invités à aller déposer au niveau de l'arrondissement central leurs documents de propriété pour faciliter l'opération. De toute façon, l'engagement du maire Georges Bada est sans équivoque. Si quelqu'un fait ce qu'il ne doit pas faire ou fait ce qu'il doit faire pour que le lopin de terre qui appartient à Jacques se retrouve entre les mains de Pierre, il sera enfermé, il paiera. Une formation diplômante pour renforcer les capacités des agents des collectivités locales, c'est ce dont a décidé le gouvernement du Bénin et c'est le site de la communauté électrique du Bénin à Bomey-Calavi qui a choisi le ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale Barnabé Dassigli pour lancer cette formation professionnelle mise tout naturellement à la charge du centre de formation pour l'administration locale CEFAL. Le compte rendu de Carole Olaye, Fréjus Fiossi. Ils sont au total 105 travailleurs des communes et municipalités du Bénin, dont 60 du cycle C avec le niveau BPC pour la toute première édition et 45 du cycle B avec le niveau bac fonctionnel depuis 3 ans à se perfectionner au centre de formation pour l'administration locale CEFAL. Nous mesurons à juste titre le privilège qui nous est fait à travers cette formation. Nous promettons de faire preuve, tout au long de notre formation, d'assiduité, de discipline et surtout de nous appliquer afin de mériter cette grande marque de confiance et d'être à la hauteur de l'espoir ainsi que des attentes placées en nous. Chers apprenants, il me plaît de vous dire mon admiration pour avoir décidé de vous remettre en cause, pour apprendre et vous laisser formater par vos devanciers, ceux-là qui sont pétris de connaissances théoriques et d'expériences pratiques. C'est donc pour rendre plus performantes les administrations territoriales et locales que ces agents vont renforcer leurs capacités par l'acquisition de nouvelles connaissances. Au-delà de la formation de ces apprenants, celles des élus locaux et des maires sont également envisagées. Un projet très ambitieux dont la concrétisation dépend de la construction enfin du centre de formation pour l'administration CEFAL à Alada. Le projet est prêt. Le projet est prêt. Le projet que nous avons élaboré est d'un montant de 5 milliards 500 millions de francs CFA. Nous étions donc dans les négociations avec les partenaires techniques et financiers. Et comme ils ont estimé que notre projet est très ambitieux, nous avons été obligés donc de redimensionner et le projet se retrouve à 3,5 milliards. Sur les 3,5 milliards, le gouvernement a accepté d'octroyer 1,8 milliard. Il reste que les partenaires techniques puissent nous aider à combler le cap qui est de 1,7 milliard. Je voudrais saisir cette occasion pour rendre un hommage à son Excellence, le Président de la République, M. Patrice Talon, pour sa volonté à assurer un développement durable de nos localités, de nos collectivités territoriales décentralisées. Les présents bénéficiaires de cette formation vont, après 2 années d'apprentissage, rendre leurs différents services plus forts et plus efficaces pour le bonheur des populations.
Le 8 juillet de chaque année correspond depuis plusieurs années maintenant à la célébration de la journée mondiale de lutte contre les hépatites. La Société béninoise d'hépato-gastro-entérologie, en collaboration avec le ministère de la Santé, saisit encore une fois cette occasion pour organiser plusieurs activités dont le dépistage gratuit de cette affection pour les 1000 premières personnes qui se rendraient au jour J sur le site aménagé à cette fin au stade général Mathieu Kérékou de Cotonou, institué en 2010 par l'Organisation mondiale de la santé. Cette journée vise à faire mieux connaître les hépatites, leurs voies de transmission, les personnes exposées ainsi que les méthodes de prévention et de traitement. C'est justement ce que nous expliquent ici les docteurs Abdou Raimi Possou et Martin Soukmon au micro de Antoinette Sabo et Fier Foytan. Cette année, le thème choisi pour la journée mondiale de l'hépatite, c'est agir contre l'hépatite, dépister, traiter. Et ça vient à point parce que moins d'1% de la population du Bénin sait qu'elle est porteuse de l'hépatite. Et pourtant, la maladie est fréquente. L'hépatite B concerne 9,9% de la population béninoise et l'hépatite C, 4,12% de la population béninoise. Donc, c'est des maladies fréquentes chez nous. En effet, la maladie est souvent silencieuse. Quand on a les manifestations, c'est souvent déjà assez avancé. Et donc, la plupart des gens qui ont la maladie n'ont pas de manifestation et l'ignorent. D'où l'intérêt de se prêter au dépistage. Tout le monde devrait se faire dépister parce que nous sommes dans une zone de prévalence élevée pour la maladie. Et donc, faire le test, c'est une prise de sang qui va permettre de savoir si on a la maladie ou pas. Et si on l'a, on va pouvoir se prêter à une prise en charge parce qu'il existe des traitements contre ces affections dans notre pays actuellement. Il y a quand même des comportements ou des attitudes qui exposent à la contamination par rapport à ces virus. Donc, notamment, c'est ceux qui font les scarifications, c'est de pouvoir avoir des organes de scarification uniques et de prendre les précautions. Le mode de circoncision aussi chez nous, souvent les circoncisions traditionnelles faites à domicile, ça expose à l'infection. Le fait de ne pas partager des objets personnels, c'est-à-dire qui sont contaminés par le sang, les rasoirs ou les taillons, des choses comme ça, ça se transmet par la voie sanguine. Et les comportements sexuels, il ne faut pas augmenter le nombre de partenaires sexuels parce que le virus de l'hépatite se transmet aussi par voie sexuelle. Avant d'aller au traitement, il y a un bilan pré-thérapeutique à faire. Et effectivement, le bilan pré-thérapeutique, c'est tout un ensemble de choses. On ne va pas les lister ici. On va demander si c'est positif chez un individu de prendre contact avec nous ou un médecin hépatogastroentérologue pour recevoir le bilan pré-thérapeutique. Ça, c'est tellement un coût. Mais ce que je veux dire, le traitement existe. Pour avoir l'hépatite B, les molécules sont disponibles à la pharmacie du CNHU, ça coûte 5 000 francs la boîte pour faire 1 mois de traitement. Mais il faut dire que pour l'hépatite B, le traitement est à vie. Donc, on n'arrête pas le traitement. Par contre, dans l'hépatite C, si vous n'êtes pas au stade de cirrhose, c'est 3 mois de traitement et vous avez la guérison à la nuit. Mais les molécules de l'hépatite C ont aussi un coût. Ça varie, ça dépend des molécules. Mais quand quelqu'un est dépisté, soit pas positif au virus B ou C, c'est mieux de prendre contact avec le médecin spécialiste. On va orienter la personne par rapport à l'emploi thérapeutique et la prise en charge correcte et adéquate. Info sur le continent, l'Afrique du Sud s'apprête à recevoir le 10e sommet des BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud. En amont de l'événement, le président de la République populaire de Chine, Xi Jinping, arrive à Pretoria pour rencontrer le président sud-africain Cyril Ramaphosa. Officiellement, ce 10e sommet est en présence des présidents russes Vladimir Poutine, chinois Xi Jinping, brésilien Michel Temer, sud-africain Cyril Ramaphosa et du premier ministre indien Narendra Modi. Elle doit débattre de la collaboration en vue d'une croissance inclusive et d'une prospérité partagée. L'opposant congolais Moïse Katumbi, en exil en Belgique, rentrera en République démocratique du Congo dans les tout prochains jours afin de déposer sa candidature à la présidentielle. C'est ce que affirme depuis Paris son avocat et son directeur de cabinet. Le dépôt des candidatures à l'élection présidentielle du 23 décembre en RDC s'ouvre mercredi et est possible jusqu'au 8 août suivant. Juste de l'autre côté de la frontière sud-africaine, depuis la chute du président Robert Mugabe en novembre 2017, les touristes affluent de nouveau au Zimbabwe. Hôteliers, restaurateurs et guides de tourisme commencent à retrouver le sourire après près de 2 décennies de vaches maigres. Reportage.
Des paysages à couper le souffle. Après un passage à vide de près de 20 ans, l'industrie touristique zimbabwéenne renaît. Aux chutes Victoria, principale attraction du pays, le nombre de visiteurs étrangers a bondi de près de 50% au premier trimestre 2018. Je pense que c'est l'une des choses les plus impressionnantes que j'ai vues dans ma vie. Et croyez-moi, j'en ai vu. On a été longtemps isolés. On s'est repliés sur nous-mêmes. Les portes étaient fermées à clé. Le tourisme est un pilier central de notre économie et un fruit facile à cueillir. Il faut qu'on se ressaisisse. Se ressaisir et mettre fin à l'instabilité politique et économique qui ont fait fuir les touristes pendant des années. Mais depuis la chute du président Robert Mugabe en novembre dernier, il s'y aventure de nouveau. Nous avons choisi le Zimbabwe pour les chutes Victoria. Nous n'étions jamais venus en Afrique et nous sommes en train de tomber amoureux de ce continent. Nous avons vu beaucoup d'animaux et les gens sont si gentils, amicaux et accueillants. Même s'il est trop tôt pour avancer des chiffres pour 2018, les autorités comme les professionnels misent tout sur le tourisme. En fin de compte, nous voulons voir plus de touristes. Je voudrais que plus de gens viennent au Zimbabwe. J'espère que nous aurons plus d'investisseurs pour construire plus d'hôtels, de plus grands hôtels et d'autres installations. Des hôtels et un nouvel aéroport ont déjà été construits près des chutes Victoria. Combiné à la simplification de la délivrance des visas, le pays compte à terme renflouer ses caisses grâce au tourisme. Ainsi s'achève cette édition que vous pouvez retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, mais aussi sur YouTube et sur notre site internet benin-eden.tv. Merci de votre attention. Au revoir.